Bonsoir. Vous avez vu, je me suis fait tout beau. Je rentre d'une soirée, prématurément, pour faire de la vidéo, parce que je vous aime bien. Vous avez de la chance quand même. Aujourd'hui, vidéo sur un avion assez cool, faut le dire, et qui a quand même pas mal révolutionné le milieu, si vous voulez. J'ai le plaisir de vous présenter le F4 Phantom 2. Alors pour la petite histoire, parce que c'est quand même intéressant, tout commence au tout début des années 40, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est l'époque des tout premiers jets, et certains pensent, et à raison d'ailleurs, que c'est le turfu. Ils investissent chez plein de constructeurs, quels qu'ils soient, pour créer des prototypes, et notamment dans une entreprise, qui est à l'époque une toute petite entreprise, qui s'appelle McDonnell. De base, cette entreprise, fondée en 1939, c'est un sous-traitant de Boeing et de Douglas. Assez ironiquement d'ailleurs, parce que c'est en 1967 que Douglas va se faire racheter en fait par McDonnell, ce qui donnera McDonnell Douglas, qui va faire du coup les DC-10 par exemple, ou les F-15, et qui plus tard se fera racheter par Boeing. Enfin bon, je ferai peut-être une vidéo sur l'histoire de ces entreprises-là, mais en tout cas, voilà. Rapidement, pour présenter McDonnell à l'époque, c'est une entreprise qui a été créée par James Smith McDonnell en 1939. Le timing est plutôt bon, 1939, le début de la guerre, bon. Avant de fonder cette entreprise, le gars, il travaillait dans d'autres entreprises en rapport avec l'aéro. Il faisait notamment des avions légers, comme le Doodlebug. Voilà, donc il crée son entreprise, et Hélène demande de l'armée, et il crée le XP-67, qui a une super gueule, je trouve, vraiment. Il est très effilé, très très beau, et c'était censé être un avion de chasse à long rayon d'action. Le proto, il fonctionne bien, franchement, nickel. Et il répond globalement aux attentes de l'armée, sauf que en 1944, il se crache. Voilà, c'est très triste comme histoire, c'est dommage. Tellement triste que le projet, en fait, il est abandonné. Voilà. Il n'en démordent pas, McDonnell. Et à l'époque, c'est un peu les Steve Jobs de l'aéronautique. Parce que eux, ils sont visionnaires, tu vois. Les jets, ce sera leur priorité de développement. Et ils ont eu raison. Ils ont eu raison. À tel point que le bureau aéronautique de la marine américaine lui demande de faire un avion à réaction capable de décoller et d'apponter depuis un porte-avions. Concurrence directe au Sea Dart, j'ai fait une vidéo sur le sujet, allez voir. Et McDonnell, ils pondent le FH1, qui est une super gueule, vraiment, je trouve super beau, il est très effilé, il va relativement vite, c'est pas mal, et il convaincra pas mal les gens de la Navy, à tel point qu'ils en commanderont 60. 60, c'est pas mal pour un début, franchement. Avec l'argent qui rentre et les demandes de l'État, ils vont créer le F2H Banshee, qui est pas mal inspiré d'ailleurs du FH1, dans la forme des entrées d'air par exemple, on le voit bien. Il a des ailes pliantes monstrueuses comme le F4U, donc c'est pas mal pour le stocker dans les porte-avions, c'est pour ça que c'est pertinent. Ça marche bien aussi. Ensuite, ils feront le F3H Demon, qui était beaucoup plus ambitieux. Il avait, par exemple, des ailes en flèche, ce qui était assez inédit à l'époque. Voilà, on aimait bien les ailes droites à l'époque, ce qui limitait beaucoup la vitesse des avions. Voilà, c'était vachement ambitieux, et malheureusement, l'avion ne répondra pas trop aux critères de l'armée, et ils aimeront pas. Voilà. La Navy, finalement, choisira le Voss F8 Crusader, qu'ils commanderont du coup à la place. Et c'est un avion super intéressant, notamment pour un point, c'est qu'en fait son système d'hypersustentation, en fait c'est des vérins qui font cabrer les ailes pour tout simplement mettre plus d'angle d'attaque. Et du coup cet angle d'attaque génère plus de portance. Des génies, voilà. Ça a jamais été vu à l'époque, enfin c'est très malin, extrêmement complexe, extrêmement lourd, mais bon, ils l'ont fait quand même, c'est vachement cool. D'ailleurs, il servira aussi dans l'aéronavale française. Voss d'ailleurs aussi, c'est les mecs derrière le F4U. Donc non, c'est pas les derniers des cons, vraiment, ils pèsent bien dans le game quand même. Donc bon, McDonnell, ils ont le somme, tu te doutes bien. Et du coup, ils se mettent en tête de niquer le game, littéralement, voilà, ils en ont marre, ils veulent faire un truc de ouf. Et du coup, ils étudient la possibilité d'un nouvel avion. Ils ont déjà le F3H, et du coup, ils se disent, bon, on va se baser dessus, et on va faire un nouvel avion. Un peu plus cool, voire même carrément plus cool en fait. Ils vont remplacer l'aile en flèche par une aile delta, ce qui permet du coup un meilleur emport en carburant et un meilleur emport en masse ou en armement, tout ce que vous voulez. Et ils pondront l'un des meilleurs jets, l'un des plus iconiques du XXe siècle, j'ai nommé le F4 Phantom 2. Donc on voit quand même quelques points de ressemblance avec le F3H, mais quand même ça reste vachement différent. Déjà il a deux énormes moteurs, d'ailleurs on va en parler des moteurs, et voilà, c'est pas les mêmes vitesses, c'est pas les mêmes performances. La première présentation se fera avec un modèle en bois, un modèle à taille réelle, mais en bois, et le premier avion sorti d'usine, nommé du coup le F4H1, sort du coup le 8 mai 1958, le jour de l'armistice en France, c'est quand même cool. Et c'est Bob Lennon, non pas Bob Lennon, non, Bob Little, qui fera le premier vol aux commandes de cet avion, qui fera son Maiden, ce vol qui aura lieu le 27 mai de la même année. Maiden qui se passera pas dans les meilleures conditions, voilà, il y a eu quelques petits soucis, Déjà, posons les bases, il voulait passer Mach 1 dès le premier vol. À l'époque, c'est chaud.
quand même. Parce que bon, le Rafale l'a fait, oui, mais c'est les années 80. Merde, attends, c'est quand le premier vol du Rafale déjà? Oh la honte. Sauf que le Rafale, bon, le premier vol en 86, ça va, on connaissait un minimum le truc. Putain, ça date quand même, hein, putain. Sauf que, y a eu quelques petits soucis techniques qui ont pas trop permis à l'avion de passer le mur d'usure, comme par exemple des problèmes dans le système hydraulique. Dès le décollage, c'était déjà le bordel. Plus les trains d'atterrissage qui rentraient pas. Bon, c'est un peu compliqué, voilà. Deuxième vol, même chose, c'est le bordel, du coup il se passe pas... Enfin, juste ils volent quoi. Et le troisième vol, là ça marche bien, mais là ils sont contents. Et ils se rendent compte très vite que l'avion a un potentiel énorme. Il va vite, il est performant, c'est cool. Voilà, parlons rapidement de la motorisation, hein, parce qu'il y a des trucs à dire. Déjà, dans un premier temps, ils mettront le Wright J65 avec 3 tonnes de poussée à sec. C'est bien, mais pour la masse... Non, ça va pas, c'est pas du tout assez. Et ça peut se comprendre, hein, très clairement. Donc pour les premières versions du proto, il y aura ce moteur-là. Et ensuite, hein, de l'autre côté, t'as General Electric, hein, qui se mettent à faire des moteurs sympathiques. Ils s'orientent du coup vers General Electric pour reprendre le J79. Avec ses 8 tonnes de poussée, avec sa pose combustion, enfin le truc vraiment rigoureux, quoi. D'ailleurs, ce moteur-là, c'est celui qui équipe le F-104 Starfighter. Allez voir la vidéo sur le sujet, hein, vachement cool. D'ailleurs, petit truc rigolo que j'ai appris en faisant cette vidéo sur le moteur, c'est que les performances au début lors des tests étaient tellement bonnes que les ingénieurs pensaient que les instruments de mesure buggaient, genre. C'est un truc de fou, d'en arriver là, c'est hyper grave. C'est l'opposé absolu du 1 litre de pureté. Le truc intéressant avec ces moteurs, c'est que aussi, ils permettaient d'améliorer les volets d'hypersustentation de l'avion, dans les flaps quoi. Il y avait en fait une fente au-dessus du flaps, avec de l'air qui arrivait directement du moteur, qui passait du coup au-dessus du flaps. Et la vitesse tellement importante, que la dépression générée, en fait aspirait l'aile vers le haut, ce qui augmente son efficacité au final. Pour se poser sur un porte-avions, ce qui est censé faire, c'est quand même pas mal. Pour l'époque, c'est quasiment inédit. Déjà, mais même aujourd'hui, on verra pas beaucoup ce genre de système. Après les succès sur leurs tests, hein, ça se passe plutôt bien. Il y a la Navy, là, ils sont contents, du coup, ils demandent la production des protos. McDonnell, ils sont contents. Il servira dans un premier temps, dans la Navy, dans la protection des porte-avions, contre les attaques. Pour prouver l'avion, ok, pourquoi pas, mais c'est pas son plein potentiel, voilà, vous verrez. Très vite, il bat des records. C'est d'ailleurs l'avion qui a détenu le plus de records, enfin disons qui en a fait tomber le plus. Il ira par exemple à Mach 2.6, ce qui est énorme hein, pour l'époque, pour un avion en service quoi. Autre record complètement barré, il y a un F4 Phantom qui a volé dans le désert à 1500 km/h. Vous allez me dire, ouais mais 1500, c'est surfait, ça va, Mach 1, voilà. Non non, à 40 mètres de haut, en moyenne. Il a traversé le désert le truc. 40 mètres de haut. C'est très lourd pour les pilotes parce que bon, il esquivait les obstacles, hein. Très lourd pour lui. Avec léger, tout ça, très lourd pour l'avion, mais ils ont tenu. Comme quoi l'avion est très robuste. Il arrive dans la Navy en 1960, et les pilotes s'essayent à l'appontage. Ouais, faut bien savoir apponter si tu veux aller sur un porte-avions. Hein. Et ça se passe plutôt bien, vraiment très bien. Tellement bien qu'en 1961, t'as d'autres armées des US qui ziotent un peu sur l'avion. Tu vois, ils disent, pas mal, dis donc, le F4 Phantom, là, le nouveau. Parce qu'à l'époque, ce qui équipe l'Air Force, c'est les F-106, qui sont sympas, hein. Mais bon, ils veulent tester quand même le Phantom, du coup, ils font faire des tests comparatifs entre les deux. Et le F4 Phantom annihile le F-106. Voilà, il se fait massacrer. Du coup, ils ont choisi de prendre les F4. Donc c'est à ce moment-là, en fait, que les F4 Phantom seront engagés dans l'Air Force. Avec des pneus différents, parce que forcément, les besoins ne sont pas les mêmes. Mais bon, la forme reste globalement la même, ça change pas, c'est plutôt normal. Et vient un chapitre bien sombre de l'histoire, la guerre du Vietnam. Hein, on a tous vu en cours d'histoire, la petite fille au napalm, les histoires absolument atroces. Je ne cautionne absolument pas ce qui s'est passé, on est d'accord. Néanmoins, l'avion est engagé, et ça marche plutôt bien. Bon, ils ont quand même appris de leurs erreurs, parce que il faut dire qu'il y en a eu. Ils ont vite rencontré un problème de taille, c'est que le F4 Phantom, il se battait contre les MiG russes. Les MiG russes, bien inférieurs technologiquement, mais beaucoup plus légers. Et en fait, le fait qu'ils soient légers les rendait ultra manœuvrants. Tellement manœuvrants que dès qu'un F4 se retrouvait derrière eux à leur vitesse, tout simplement, il n'arrivait plus à se battre. Parce qu'il n'était pas assez manœuvrant pour eux, il était lourd, il était gros. C'est pour ça que globalement, les stratégies, c'était que du boom and zoom. Également, j'ai pas précisé que les premières versions du F4 Phantom n'avaient pas de canon. Pour les Américains, à l'époque, les missiles étaient hyper fiables, ils touchaient leur cible à chaque fois. Sauf que non, ils ont surestimé leurs missiles. Et ils se sont vite rendus compte que ouais, quand t'as tiré tes missiles, t'es un peu comme un con. Et du coup, ils ont fini par mettre des canons, donc des Vulcain M61, qui envoyaient 6000 coups par minute, hein, comme le F104, avec du coup des munitions de 20 mm. Ça transperçait tout, c'était monstrueux. Encore fallait-il bien viser, hein, tu t'aimes bien. Ils ont également mis des pods en fait sous l'avion. Des pods, c'est comme des réservoirs de carburant, sauf qu'en fait on met un canon dedans. Également des canons Vulcain M61 qui canardaient sa grand-mère et ils pouvaient en mettre 4 par avion. C'était énorme, vraiment. Sauf que le problème c'est que c'est sous les ailes.
Et la convergence, bah, elle est pas toujours bonne. La convergence, c'est on oriente légèrement les canons vers l'intérieur pour que lorsque les balles avancent, en fait, elles se croisent à un point. Donc tu peux avoir une convergence à 400 mètres, à 500 mètres, 600 mètres, tout dépend des réglages que tu mets dans l'avion. Et donc, le fait que ce soit sur le bout des ailes, cette convergence-là, bah, faut s'adapter à là où tu te bats, parce qu'un combat peut avoir lieu à 600 mètres, à 800 mètres. C'est pour ça que le fait d'avoir des canons directement dans le fuselage, ça rendait le combat beaucoup plus précis. C'est pour ça que en fait ces pods ne seront jamais vraiment utilisés en combat rapproché avec d'autres avions, mais en fait ce sera plus de l'appui au sol en fait de troupes, simplement ils venaient, ils mitraillaient le sol avec leurs canons, et ça marchait bien, voilà. Bon. Après tous ces problèmes réglés, les missiles améliorés, les canons mis dans l'avion, ils se sont rendus compte quand même que le potentiel était vachement cool. Ils se cantonnaient plus seulement à la protection des porte-avions, ils se sont rendus compte qu'en fait ils pouvaient carrément être haut niveau là. En combat aérien il était bon, en appui au sol il était bon, en bombardement il était bon, c'est un peu la même chose mais vous voyez, en guerre électronique également il était bon. En fait, ils faisaient tout. Tellement que, en fait, les avions de reconnaissance étaient des F4 Phantom, les avions qui les escortaient étaient des F4 Phantom, les avions qui faisaient le bombardement étaient des F4 Phantom. En fait, tout était des F4 Phantom. C'est pour ça qu'il y a une quantité de F4 Phantom créés qui était gigantesque. Je parlerai des chiffres à la fin de la vidéo, vous verrez, c'est énorme. Parlons rapidement du bombardement, parce que c'est complètement fou cette info. Il y avait des ailes tellement grandes qu'elles généraient une portance en fait hyper importante. Et du coup, ils pouvaient transporter une charge militaire vraiment gigantesque. Tellement que ça pouvait rivaliser avec des B-17, genre de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'un avion de chasse qui n'est pas vraiment fait pour ça à la base, se retrouve meilleur qu'un bombardier qui a été fait pour. C'est quand même fou cette histoire. D'ailleurs, en rapport avec le bombardement, bon c'est pas fun hein, mais juste regarder ce vol formation, c'est quand même vachement stylé. Voilà. Dans leur Némésis, hein, ce qu'ils ont craint le plus au monde, c'était les missiles sol-air SAM, russes qui étaient du coup employés au Vietnam, qui étaient dévastateurs, extrêmement faciles à mettre en œuvre et très précis. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'avions en fait en support qui ont été amenés sur le terrain pour faire de la guerre électronique afin de protéger les F4 Phantom. Et là où les missiles ne tapaient pas sur le sol, bah quand un F4 volait proche du sol, bah il se faisait canarder par la DCA, donc ils étaient un peu en sécurité nulle part. C'est pour ça qu'il y a eu énormément de pertes au Vietnam, et les malheureux soldats qui sont tombés, soit sont morts, soit ont été torturés, enfin il y a eu des histoires assez ignobles. Voilà, revenons sur un sujet un petit peu plus fun, les patrouilles, parce qu'il a équipé des patrouilles. Déjà, on a eu les Thunderbird de l'US Air Force, qui utilisaient des F4 Phantom pour leurs prestations, en même temps que les Blue Angels de la Navy. Et c'est le seul avion qui a été utilisé par les deux en même temps. Parce qu'aujourd'hui, les Thunderbird, ils ont des F-16, et les Blue Angels, ils ont des F-18. C'est super cool, hein, leurs prestations, allez voir d'ailleurs. Mais à l'époque, c'était le F4 Phantom. Il sera produit sous licence en Grande-Bretagne et au Japon. Il sera exporté en très très grande quantité, en Corée du Sud, en Grèce, en Iran, c'est cocasse hein, avec la situation actuelle, en Turquie, en Australie, en Allemagne, en Égypte, en Espagne. Beaucoup de pays alliés des Américains à l'époque. À l'époque, hein, je précise, parce que l'Iran aujourd'hui, bon, voilà. Il est toujours en service dans certaines armées. Il sera engagé au Vietnam, du coup, comme je le disais, en Israël et lors de la guerre du Golfe. Mais bon, il y a eu plein d'autres conflits, je vais pas revenir dessus, vous allez sur Wikipédia, il y a tout qui est répertorié, vous en faites pas. Il y a eu beaucoup de versions, en tout 21, c'est énorme, vraiment. Des versions de reconnaissance, hein, des versions de guerre électronique, et aussi des versions dronisées. En fait, ils mettaient juste pas de pilote dans l'avion, ils le faisaient voler, ils faisaient leur mission avec. Quand même vachement stylé pour un avion de chasse. Il est toujours en service, hein, d'ailleurs, aujourd'hui, dans certaines armées. Mais bon, il est remplacé, hein, parce que quand même, ça vieillit. La dernière fin de service, c'était au Japon. Les Japonais qui s'en sont séparés en 2021, tout récemment. Il est remplacé progressivement par le F-35. Moins fiable, mais bon, de nos jours c'est quand même un peu plus pertinent niveau armement, au niveau guerre électronique, ce qui est plutôt normal. En tout, il y en aura 5195 de construits, c'est énorme, vraiment, pour un avion de chasse, c'est gigantesque. Et ce depuis 1958. Et à son pic de production, pendant la guerre du Vietnam, il y en avait 72 par mois. 72, c'est énorme, c'est plus de 2 par jour. C'est incroyable. Voilà tout globalement. Je me suis pas mal focalisé sur le début de l'histoire parce que c'est assez intéressant le début des jets. Évidemment, j'ai pas été exhaustif. N'hésitez pas à en rajouter en commentaire. C'est un avion qui a énormément d'histoires, qui a énormément d'anecdotes à son actif. J'en doute pas du tout. Donc si vous avez travaillé sur cet avion, si vous l'avez piloté, on sait jamais, n'hésitez pas à en parler, il y a plein de choses à dire, j'en suis sûr, et ça peut être super intéressant. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, tout ça, franchement, n'hésitez pas, ça fait super plaisir. Allez voir la vidéo sur les chemtrails, elle a bidé sa mère, j'ai trop le seum, alors pour moi c'est un sujet vraiment hyper important, donc allez la voir s'il vous plaît. J'ai pas encore d'idées de sujet de vidéo, donc si vous avez des idées en commentaire, n'hésitez pas. Et je vous dis du coup à la prochaine, et gros bisous.